Vous m'entendez? Tout va bien? Ouais. Merci, je vois des pouces. Super. J'ai un petit plan là que je vais mettre là comme ça. Là, c'est bien. Et puis voilà. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Pierre-Yves Rico ou PY. Ça fait 12 ans que je vis à San Francisco. Je travaille pour Square. Je suis rentré en France fin juillet. Donc voilà, j'ai déménagé en France. Donc San Francisco, c'est fini. Et du coup, bah, j'étais sur Paris, là, j'ai vu la lumière, je suis rentré. C'est une bonne occasion pour faire une petite présentation au POG. Donc, on va essayer de pas passer trop de temps non plus, parce que je pense que vous commencez à avoir faim, avoir un peu soif. Mais au début, je m'étais dit, ah, je vais faire des slides. Après, je me suis dit, non, ça va être plus marrant. Je vais montrer du code, je vais faire des démos, et on va espérer que ça marche. Donc, c'est un peu sans filet, parce qu'en plus, je peux pas avoir de notes ou quoi. Enfin, j'ai des notes sur mon téléphone qui s'éteint toutes les 3 secondes, donc je vais les perdre. Mais ça va le faire. Je vous prie de m'excuser aussi. Donc, je viens de rentrer. Et je sais pas si ça voulait. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des vidéos de Jean-Claude Van Damme qui savait plus parler français, tout le monde se foutait de lui. Et en fait, ça m'arrive un petit peu. Donc, s'il y a des anglicismes, des trucs qui ont pas trop de sens, vous pouvez venir m'en parler après. Comme ça, je vais essayer de réintégrer le français. Mais je m'excuse, je fais pas exprès, c'est pas intentionnel. Comment? Qui a écrit quoi? Ah non, je sais pas. Oui, non, c'est pas moi qui fais la faute, mais effectivement, ça aurait pu. Ça aurait pu. Et puis, j'ai arrêté d'utiliser Twitter. Je sais pas si vous utilisez les réseaux sociaux, mais je suis sur Blue Sky maintenant. Je vous invite à rejoindre des réseaux alternatifs. J'aime bien Blue Sky. Je sais qu'il y a Mastodon aussi. Je suis aussi, mais Blue Sky, j'aime bien. Voilà, voilà. Et donc, on va démarrer par, aujourd'hui, on va parler des benchmarks de confiance. Alors, le titre est un peu un jeu de mots parce qu'on va voir en quoi la confiance revient. Mais l'idée, c'est si vous faites des applis Android, on a un peu parlé de performance plus tôt, et vous avez envie de savoir si votre appli, elle marche bien ou pas. Et vous avez notamment envie de savoir si quand vous faites des changements, est-ce que vous avez amélioré la performance ou est-ce que la performance est moins bonne. Et il y a plusieurs manières de faire ça, mais il y a 2 ans à peu près, je crois, 2 ou 3 ans, Google a sorti une librairie qui s'appelle Macro Benchmark. Et en gros, ça permet de faire du test de performance au niveau de l'application intégrale, y compris la UI, et de faire des scénarios, de les répéter et de capturer des métriques et de voir comment ces métriques ont évolué. Euh, donc récemment, je regardais, en fait, ils ont publié un code lab qui est assez sympa. Je vous invite à le découvrir, puisqu'il permet en fait vraiment de rentrer dans le sujet et c'est un code lab où il y a une petite appli, ils font tourner un benchmark, ils font des améliorations, ils font encore tourner le benchmark, ils montrent les résultats. Très cool. Donc je regardais ça et je me suis dit que déjà, je vais peut-être vous présenter un petit peu ce benchmark en allant dans le code directement. J'ai mis la police en très très gros. Ça va, j'ai presque plus de place dans le truc tellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un macro benchmark? En fait, à la base, c'est juste un UI test. Vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez voir, il y a une appli à côté, il y a du code d'appli, une appli assez simple, c'est juste une liste d'items. Et ce macro benchmark qu'ils ont écrit, hein, c'est un test très classique. Mais il y a des petits détails, on va rentrer là-dedans, je vais aller assez rapidement. La première chose à savoir, c'est que ce benchmark, il ne tourne pas dans la même appli que votre appli. C'est-à-dire qu'il y a votre appli qui est installée d'un côté, et il y a un autre process complètement séparé où tourne le macro benchmark. Et le macro benchmark va contrôler l'appli à distance en utilisant l'instrumentation et en utilisant UI Automator notamment, c'est une des options. Donc, quand vous faites tourner un macro benchmark, il faut déjà penser, il y a déjà 2 applis. Moi, je ne peux pas aller directement taper dans le code de mon appli. Je la manipule de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. En fait, je vous ai dit, il y a 2 process. En fait, il y en a 3. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Perfetto entre les deux. Et Perfetto, c'est un outil système qui capture tout un tas de signaux quand vous faites tourner vos applications. Et donc, ce qui se passe, c'est que le test, le benchmark, active Perfetto en disant, je veux que tu enregistres tout ce qui se passe. Ensuite, le benchmark fait tourner l'appli. Perfetto capture les informations. Et à la fin, le benchmark dit, OK, Perfetto, donne-moi toutes ces informations. Il fait des requêtes SQL, en fait, à cet autre process. Donc, il y a 3 process dans la danse qui se parlent pour faire tourner un macro benchmark. Alors, en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une test rule de macro benchmark qui est fournie par le framework.
Et on dit, bah voilà, je veux que tu mesures ce truc-là n fois. Alors, c'est combien de fois? Bah, c'est le nombre qui est dans itération. Donc, en l'occurrence, là, c'est qu'une seule fois. Je vais passer rapidement sur les détails, mais ça, c'est le nom du package de l'application. Ça, c'est ce qu'on veut mesurer, ce qu'on demande à Perfetto de mesurer comme métrique. On va y revenir. Ça, c'est comment compiler l'application. On peut dire avec du JIT, donc just in time, ou alors tout précompilé d'avance, ce qui est le cas là. Comment démarrer l'application. S'il y a du code à faire juste avant de faire tourner chaque itération. Et un scénario à exécuter. Donc ça, c'est le scénario de test. Et là, vous voyez, c'est assez simple. En gros, le scénario de test, ça appuie sur le bouton Home, ça démarre l'activité, ça attend qu'il y ait une liste d'items, et ensuite, 2 fois de suite, ça fait un drag, ça scrolle en fait. Voilà, c'est très simple. Et ça attend un petit peu. Voilà, ce code, je ne l'ai pas inventé, c'est ce qu'il y avait dedans. Donc on va le faire tourner, et on va espérer que ça marche. Normalement, c'est rapide. Je vais juste vérifier que j'ai pas de truc. Voilà, et on va tourner un device. Voilà. Donc là, vous le voyez normalement, les items apparaissent, ça scrolle une fois, ça scrolle 2 fois, c'est terminé. Et là, on voit le résultat. Alors, est-ce que je peux avoir les résultats Voilà. Donc là, ça nous donne les résultats. Et ça nous dit, bah, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une frame, mais l'idée, c'est que vous avez votre UI que vous créez, et ensuite, elle va être rendered, elle va être dessinée, et toutes les 16 millisecondes, ça va être affiché à l'écran. Ça, c'est ce qu'on appelle une frame. Donc, toutes les 16 millisecondes, on affiche quelque chose de différent. Donc ça se dit, bah, dans ce benchmark, il y a eu 117 frames, et on a mesuré 2 choses. La durée des frames, et combien de temps ça prend d'afficher, et si les frames ont terminé à temps ou pas. Je vais montrer les détails de ça dans une seconde. Je vais juste m'assurer que j'ai rien oublié, mais je pense pas. De toute façon, sinon, on s'en fiche, on y va comme ça. Donc, ok, ça m'a montré ça. Et je voulais un petit peu vous montrer comment ça marche. La première chose que je veux vous montrer, c'est le fait qu'en fait, ça capture des fichiers dans Perfetto. Euh, Ouais. Oui, non, je voulais vous montrer ça, les frame duration CPU et frame overrun, d'où ça sort. En fait, ça sort de là. Quand on vient dans le code, là, je vous expliquais que ça, c'était ce qui est capturé comme metrics, frame timing metrics. Et en fait, quand on regarde, ça, c'est du code qui est fourni par le framework. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est quelque chose qui est appelé à la fin de l'exécution du test, et c'est en charge de renvoyer une liste de measurements. Qu'est-ce que c'est un measurement? C'est un nom. Donc, ce nom, c'était ce qu'on voyait à l'instant, frame duration, frame overrun, et une liste de data points, voilà, une liste de valeurs. Et comment ça, donc ça, le code là est en charge de remplir ça. Comment il fait? Bah, en fait, il fait une requête SQL. Donc, si on regarde et qu'on creuse, là, on peut voir la query, elle est ici. Et donc là, il y a une méga requête de la mort qui query plein de trucs. On va pas prendre le temps de comprendre ce qui se passe ici. Mais cette méga requête de la mort, ensuite, ça récupère les résultats et ça transforme la data et ça fournit la data et ça la renvoie à l'IDE. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez ensuite, donc on va revenir sur notre code là. Je suis où? Benchmark. Je ne vois pas où j'étais. 30 secondes. Benchmark. C'est celui-là. Si on va dans le dossier build, en fait, c'est qu'on va dans, je pense que c'est reports, non, c'est temp. C'est pas build, c'est l'autre build, c'est celui-là. Là, vous ne pouvez pas forcément lire parce que c'est tout petit, mais dans outputs, je pense que c'est Android Test Results Connected, voilà. Là, on va récupérer en fait tous les fichiers Perfetto. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que le benchmark parle à Perfetto. Ce qui se passe, c'est que le benchmark dit « Ok, tu démarres l'enregistrement ». Après, il fait une itération, il dit « Tu finis l'enregistrement ». Ça crée un fichier. Et ce fichier, c'est ça qui contient toutes les données mesurées. Et ce fichier, on peut le récupérer puisqu'il est téléchargé depuis le device sur le laptop. Et ensuite, on peut le voir. Donc, je vais l'ouvrir dans Finder. Pour info, je vous ai montré un émulateur là, parce que c'est pour la présentation, c'est beaucoup plus facile de le faire sur un benchmark sur un émulateur. Il ne faut jamais utiliser d'émulateurs quand on fait du benchmark parce qu'on a besoin de mesurer des choses, des données réelles. Mais là, du coup, c'est pas du tout là. Je ne sais pas où je suis. Profiling. Non. Benchmark release. Ah, ça, c'est les builds, c'est pour ça, c'est pas ça. Output. C'est celui-là. On va y arriver. Voilà, donc là, il y a un fichier Perfetto, et en fait, on va sur un petit site qui s'appelle ui.perfetto.dev. On va faire un petit drag and drop. Et ensuite, on a un truc assez chargé qui nous montre un peu ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, là, si vous voulez, vous pouvez aller voir le main thread. On voit un petit peu tout ce qui se passe sur le main thread pendant la durée de l'itération, là, quand on a scrollé. Donc, des frames. Et ce que je voulais vous montrer,
je vous ai dit qu'il y avait deux métriques. Je vous ai montré, si je reviens, run, il y a frame duration CPU et frame overrun CPU. Alors, on a deux threads. Quand on affiche quelque chose, il y a deux threads sur une appli Android important. Il y a le main thread et le render thread. Et le main thread, il partage, il passe à travers votre code compose ou votre code view et il génère des instructions. Et ensuite, le render thread est en charge de faire le rendering de ça. Et donc, en fait, une frame, le temps que prend une frame, finalement, c'est le temps de faire ces deux choses-là. Et donc là, j'ai mon main thread ici, et là, j'ai mon render thread. Et le frame duration, c'est vraiment le temps de ça. Alors attendez, je vais essayer de faire une sélection. De ça jusque-là, c'est-à-dire ce que vous voyez en haut. Là, vous regardez le numéro 21 32 27. Là, on voit qu'on a le même numéro 20, 32, 21 32 27. On a commencé à dessiner sur le main thread ici. On a terminé sur le render thread ici. Et la durée, CPU duration, c'est vraiment tout ça. C'est la combinaison des deux. Et à la fin, là, ça y est, c'est affiché sur l'écran. Et à l'inverse, frame overrun, ça indique en fait si on a dépassé le budget qu'on avait. Donc un écran qui affiche à 60 frames par seconde, ça donne 16 millisecondes pour afficher une frame en termes de budget. Ce budget, on le retrouve sur la timeline expected, c'est les petits blocs verts. En gros, le système, il dit, voilà, moi, je vais te prévenir de commencer à dessiner à ce moment-là, et tu as jusque là pour dessiner. Si tu finis avant, si tu finis ton draw frame ici avant, bah, tu as gagné du temps, c'est bien, donc ton overrun est négatif. Si tu finis après, ton overrun est positif. Donc on a un peu ces deux métriques, il y en a un qui représente de manière générale combien ça prend de dessiner, et l'autre qui permet de savoir est-ce qu'on a des problèmes. Quand l'overrun est positif, ça veut dire qu'on a loupé une frame, on a ce qu'on appelle du jank. Donc ça permet de mesurer le jank. Ok, donc on a vu tout ça. Je vous ai montré la query SQL de la mort. On peut faire des trucs très sympas dans Perfetto. Par exemple, je pourrais la prendre. Voilà. Et je peux aller la copier-coller dans Perfetto directement. Ici, vous avez des queries. Je crois que je l'avais déjà fait tourner, donc je vais c'est la même query là qu'on voit de malade. Enfin, non, c'est un tiers de la query parce que c'est une union de plusieurs queries. Et on voit tous les résultats qui sont retournés là. Donc, cette UI, je ne vais pas creuser. J'ai déjà fait des talks et puis il y a plein de trucs là-dessus en ligne. Elle fait un peu peur, mais elle est incroyable en termes de tout ce qu'on peut faire dessus. Donc ça, je vous ai montré ça. C'est cool, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ah oui, je voulais vous montrer aussi, il y a un dernier point que je voulais vous montrer sur les résultats, et qui était là. Donc, on a 116 frames à peu près sur notre run, d'accord? 117 frames. Chaque frame a une durée, d'accord? Mais là, on affiche un seul chiffre, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, P50, P90, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, mais on va en parler rapidement. C'est ce qu'on appelle un P50 ou je ne sais même pas en français, si on dit P50, c'est bien. C'est un percentile ou un centile, c'est-à-dire une métrique agrégée. L'idée, alors vous connaissez la moyenne, hein, on fait la moyenne d'un certain nombre de valeurs. Ça, c'est la médiane, le P50. Et donc, la médiane, c'est la valeur, si on prend toutes les valeurs qu'on a capturées, qu'on les trie en ordre croissant, la valeur qui est pile à la moitié, c'est-à-dire qu'à gauche, on a 50% des valeurs et à droite, on a 50% des valeurs, c'est la médiane, d'accord? C'est le P50. Le P90, c'est la valeur qui va représenter, qui va être supérieure à 90% des autres valeurs dans l'ordre et inférieure à 10%. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Dans ma tête, ça sonnait mieux. Mais c'est très intéressant comme métrique parce que le problème d'une moyenne, c'est que si j'ai une moyenne où toutes mes frames, si j'ai beaucoup de frames à 16 millisecondes et une frame à 200 millisecondes, ça fait sauter ma moyenne. Alors qu'une médiane, ça résiste beaucoup mieux aux valeurs aberrantes. Donc la médiane est en général utilisée pour essayer de comprendre à peu près où est le milieu de mes données. Et le P90 ou P95, P99, ça représente un petit peu les pires cas. En fait, quand on sait que 90% des valeurs sont en dessous de cette valeur-là, ça veut dire aussi que les 10% les pires sont au-dessus. Cette valeur, elle représente vraiment les pires cas. Donc, c'est assez intéressant de regarder, OK, dans le pire des cas, on est là, en gros, ça nous dit, bah, en général, on est autour de 2,5 millisecondes, mais quand ça déconne, on est plutôt à 18 millisecondes. Donc ça, c'est assez cool. Comment ça se calcule? Bah, en fait, si on regarde, on a une classe qui c'est pareil. L'avantage de Android, c'est que tout est open source. Et donc, du coup, on peut aller regarder tout le code. Moi, j'aime bien regarder le code Android, c'est fun. Donc, par exemple, là, on voit que les percentiles sont calculés comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ici, hop, euh,
du code qui dit bah, donne-moi le percentile pour telle valeur. Alors ça, les valeurs, elles ont été triées d'abord, il faut qu'elles soient dans l'ordre croissant. Et tout ce que ça fait, c'est très simple en fait. Si vous avez 300 valeurs et que vous voulez la valeur qui a 90%, bah, c'est une règle par 3 hein, pour retrouver l'index 90 qui représente 90% des 300 valeurs. On a un array de 300 valeurs, on va taper dans 90e pourcentage. Alors après, ce qui se passe, c'est que bah, ce n'est pas des index exacts. Donc il y a une interpolation linéaire qui se fait entre l'index juste avant et l'index juste après, et c'est ça. En code, dès qu'on voit une interpolation linéaire, on l'appelle la méthode LERP. LERP, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, parce que c'est linear interpolation. Voilà. Euh, c'est l'explication qu'on m'a donnée, mais c'est juste une interpolation linéaire, c'est vraiment pas compliqué. Donc tout ça, c'est fun. Tout ça, c'est fun. Et à quoi ça sert tout ça? Donc, on fait tourner notre benchmark, on obtient une liste de valeurs, on voit qu'on a, bon, bah, ce que je vous montrais, hein, regardez, les frames, elles prennent 50% au P50, etc. Machin. Et après, ce que nous fait faire le benchmark qui est très intéressant, c'est à la fin, enfin, pas le benchmark, le code lab, ils font fixer des problèmes de performance. Et après, ils disent, bon, bah, c'est très bien, on va faire le benchmark avant, on va faire le benchmark après, on va faire la différence des deux valeurs et on va s'apercevoir que voilà, avant on était à 4. Alors ça, eux, ils ont regardé l'overrun. L'overrun, c'était en gros combien de marge on avait. Ils disaient bah, avant on avait 4 millisecondes de marge par rapport à notre deadline. Après, on a 11 millisecondes de marge. Donc, on a amélioré la performance de 171%. Ça, c'est très cool. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est un peu le thème de ce talk, c'est que en fait, spécifiquement ici, on a fait un benchmark avant, un benchmark après, on a mesuré une valeur agrégée et on a fait une différence. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si je refais les deux benchmarks? Ben, je vais avoir des valeurs légèrement différentes. Et je ne vais pas avoir exactement la même médiane. Et pas avoir exactement la même médiane, le même P90 avant et après. Donc, je vais avoir un pourcentage d'amélioration qui est différent. Et quand j'en ai plusieurs comme ça, comment je fais? Lequel je choisis? C'est pas facile, ça. Et donc, c'est un peu le thème de ce talk. On va un peu creuser ça. Mais pour creuser ça, pour essayer de comprendre un petit peu comment on va pouvoir gérer ça, il faut pouvoir avoir accès à la donnée. Donc au départ, je me suis dit, bah, je vais faire retourner le benchmark moi-même. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient utilisé un Pixel 6. Qui a un Pixel 6 dans la salle? Il y en a quand même. Je viendrai peut-être vous voir pour relancer le benchmark après. Mais non, mais moi, j'ai pas de Pixel 6. J'avais un 7 qui est tombé dans la piscine, donc j'ai viens d'acheter un 10. C'est bien tombé en termes de timing. Euh, mais du coup, j'ai pas de Pixel 6. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me suis rendu compte que dans leur truc, ils fournissaient les fichiers qu'ils avaient utilisés. Donc, comme ils font le truc en plusieurs étapes, ça, c'est celui de base, le code vraiment pourri, et ça, c'est à la fin, le code bien optimisé. Ils fournissent les fichiers. Donc, je me suis dit, ah, bah, c'est trop bien, je vais pouvoir utiliser le fichier qui a enregistré la data, qui a servi ensuite à calculer tout ça, et repartir de là-dessus. Sauf que pour faire ça, bah, il faudrait que je me retape la méga query, sauf qu'en plus, il y a dans Macro Benchmark, il y a du code Kotlin qui retravaille tout ça derrière. Et je me suis dit, je vais quand même pas tout refaire en SQL. Alors, Perfetto, on peut aussi l'installer sur son laptop, mais il faut écrire du Python pour envoyer des queries. J'aime pas le Python, j'avais pas envie de faire ça. Donc, moi, j'ai envie d'écrire du Kotlin. Et donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau projet et je vais mettre un test. Et dans mon appli, je vais juste mettre mes 4 fichiers qui m'intéressent, 4 fichiers Perfetto. Et je vais faire tourner un test et je vais faire tourner, en fait, je vais envoyer mes queries directement et utiliser le code de Macro Benchmark. Donc ça, ce que ça fait, c'est un test qui charge le premier fichier, qui charge le deuxième fichier euh, et qui fait tourner, qui fait des queries à Perfetto. En fait, il y a une API qui permet de directement envoyer des queries à Perfetto. Du coup, grâce à ça, j'ai pu récupérer, vous voyez que c'est exactement la même frame timing métrique qu'on voyait avant. Je pouvais capturer ça. Donc ça, si on fait tourner ça, ça va me donner, les valeurs. On va attendre 2 secondes. Et j'ai fait 2-3 trucs de query en plus, mais dans l'idée, je partagerai le code, je pense, sur Internet dans pas trop longtemps. Mais dans l'idée, ça vous donne avant, dans le step 0, toutes les valeurs de frame. Donc là, j'ai un long tableau et de overruns. Et après, dans le step 3, les valeurs. Donc là, j'ai ces valeurs, c'est cool. Maintenant, je fais quoi? Alors, avant de parler, ce que je veux amener, c'est les intervalles de confiance, mais ça, on va en parler un peu après. Donc, on a un peu parlé des percentiles. Je voulais, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est voir la donnée. Et un truc qui est vraiment sympa pour voir la donnée, c'est ce qu'on appelle des distributions.
Et c'est un truc, moi j'ai vu ça, je me souviens, on avait vu ça en école d'ingé, en stats, je détestais les stats, je disais, ça sert à rien ces trucs-là, je vais jamais m'en servir. Et en fait c'est pas mal. C'est juste que il faut avoir une bonne raison d'utiliser pour un peu comprendre comment s'en servir et voilà. Alors je vais pas prétendre d'être un prof de stats et je vais sûrement dire des choses très inexactes ou approximatives. Je vais essayer de vous donner un peu le feeling. L'idée, c'est quand on fait nos tests là. Grosso modo, la plupart du temps, on va avoir des frames autour de peut-être 2-3 millisecondes ou 16 millisecondes, très rarement à 100 millisecondes. Donc on peut penser, réfléchir à ça sous forme de probabilité. Une plus grande probabilité d'avoir des frames à 10 millisecondes qu'à 100 millisecondes, par exemple. Ce qu'on peut faire, et là, donc en fait, quand on run un benchmark, ce qu'on fait, c'est finalement qu'on prend des valeurs dans cette distribution théorique et on obtient ce qu'on appelle un sample de cette distribution théorique des pourcentages de chances qu'une frame soit tant de temps versus tel temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est construire un histogramme. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un histogramme, mais un histogramme, en gros, l'idée, c'est qu'on va créer un peu des sauts de valeurs, on va dire entre 0 et 10 millisecondes, entre 10 millisecondes et des intervalles, 10 millisecondes et 20 millisecondes. Et pour chaque point qu'on a, on va le mettre dans un des intervalles. Et ensuite, on compte combien de points on a dans chaque intervalle. Et ça nous donne, finalement, on dit, l'intervalle de 0 à 10 millisecondes, il a 20% des points. Et l'intervalle de 10 à 20, il a 30% des points. Et ensuite, peut-être qu'il y a 0,2%, etc. Et ça, on va le grapher, et ça nous représente une courbe qui va nous permettre de comprendre où se situe la plupart des valeurs. C'est super intéressant. Et c'est vraiment pas dur à faire. C'est vraiment pas dur à faire, mais j'avais la flemme d'écrire le code. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, on va rentrer un peu dans l'air du temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, j'ai dit à ChatGPT, hey, j'ai pas envie d'écrire du Python. Et j'ai vraiment fait le mode flemmard, c'est-à-dire que j'ai dit à ChatGPT, et donc voilà, j'ai ces deux trucs-là, et je veux que tu me graphes, alors ça s'appelle en anglais un frequency polygon, c'est comme un histogramme, sauf qu'au lieu d'avoir des petits carrés, on va prendre le milieu de la barre du haut, et on va tracer une courbe à travers tous ces points-là. Et, euh, et on va lui dire, tiens, utilise cette méthode-là. Franchement, je ne sais pas pourquoi. C'est juste parce que j'ai vu ça une fois dans un des outputs de ChatGPT et je trouvais que c'était plus joli. Et donc, du coup, j'ai dit de refaire ça. C'est vraiment un peu, voilà, je vous présente les choses un peu à l'arrache. Et après, j'ai copié-collé les données comme un gros cochon dans le chat. euh, avant, de après, etc., que j'ai copié depuis l'idée. Derrière, il me fait un joli fichier Python. Du coup, j'ai pu un peu regarder. Et en fait, l'intérêt de ça aussi, c'est de dire, c'est pas juste d'avoir des graphes, c'est de voir un peu le code. Et derrière, soit je peux moi aller le reprendre en Kotlin parce que je préfère Kotlin, soit regarder un peu, voir s'il y a des erreurs, etc. et comprendre comment ça marche. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'était aussi de ça, d'approcher. Alors, on va pas rentrer dans le détail du code, mais à la fin, j'avais ça. Alors, je vais zoomer un peu peut-être. Voilà. Donc ça, c'était la distribution avant-après. Donc avant en orange, après en bleu. Et on voit pas grand-chose, là, il y a un peu de bazar au début. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? Donc ça, à gauche, c'est des pourcentages. Donc 0,25, c'est 25%. D'accord? Donc on a en gros beaucoup de points qui sont au début. Mais on a ce qu'on appelle une long tail, c'est-à-dire que on a une longue ligne plate avec des petits points de temps en temps. La façon de comprendre ça, c'est en fait, on a des frames globalement qui sont plutôt dans les temps qui sont à gauche, et de temps en temps, on a une frame très lente qui se retrouve à droite. Je regardais ça, je me demande pourquoi, c'est quoi ces frames? Et là, j'ai une idée, je lui dis, bah, attends, je veux que tu me les dessines, mais au lieu de faire une distribution, cette fois, je veux juste que tu me les dessines dans l'ordre où elles sont arrivées, dans le temps finalement. Et là, ça m'a donné ça. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que ça me montre que la toute première frame, aussi bien avant qu'après, elle est incroyablement lente. Ensuite, on a un paquet de frames qui sont pas trop mal. Ensuite, on a de nouveau une frame assez lente. Et ensuite, c'est un peu le bazar. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ça, oui, ça c'est frame overrun. Là, je vais vous montrer les durées des frames, et ça, c'est le fait que ça déborde ou pas. Mais donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, j'ai fait un truc simple. Je suis allé ouvrir la frame directement dans le fichier qui fournissait directement dans Perfetto. Et je vais vous montrer, c'est assez évident. En fait, maintenant qu'on sait ça, qu'on sait qu'on a deux frames assez lentes, si on ouvre l'appli qui est testée, qui est par là, hop, voilà. En fait, les frames, là, les durées des frames, on les voit là en gros. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait ici? En fait, ici, là, il y a un activity start. Ça, c'est la première frame de l'activity. D'accord? Et donc, la première frame de l'activity, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de boulot. C'est assez long. Ensuite, il y a plein de frames très rapides. C'est les petits points qu'on voit là. C'est assez rapide. Ensuite, il y a une grosse frame très lente.
Et puis si on regarde, on voit qu'il y a du layout de compose, etc. Et puis ensuite, il se passe plus rien. Et après, il y a plein de petits frames. Et un truc que j'ai rajouté ici, c'est qu'il y a une rangée qui permet de voir quand est-ce qu'il y a des touch events. D'accord? Donc, si vous vous rappelez bien, le test, c'est du scroll, hein. Donc, du scroll, c'est des touch events. Et donc, c'est les petits trucs en violet qu'on voit là. Les petits points violets là. Alors, maintenant, quand on regarde ça, on se dit, mais attends, le but du test, c'est de tester la performance quand on scroll. Et le scrolling, il arrive à partir d'ici, là. Et là, j'ai plein de frames, y compris des frames super lentes, et il n'y a pas de scrolling. C'est pas très malin en fait de mesurer ça dans un test de performance. Si on fait un test de performance de scrolling et qu'on mesure le temps de démarrage de l'activité, bah, ça n'a rien à voir avec le scrolling en fait. Il faudrait faire deux tests de performance, un pour le démarrage de l'activité et un pour le scrolling. Et en fait, c'est quand on regarde le code que je vous montrais tout à l'heure, écoutez où, voilà. Hop. C'est ce qu'on voit là. En fait, je vous en ai pas parlé quand on regardait le code ensemble, mais il y a un petit souci ici, c'est qu'en fait, le scénario, il appuie sur le bouton home, il démarre une activité, il attend un petit peu, et puis à un moment, il fait le drag. La deuxième frame qu'on voyait qui était assez lente, c'est parce qu'au début, c'est des images, en fait. Donc au début, il y a des placeholders, et ensuite, les images sont chargées, et au moment où elles sont chargées, c'est une frame assez lente, où elles sont affichées. Euh, donc là, le test, en fait, le problème des benchmarks, c'est que vous arrivez, vous mesurez des trucs, vous avez trouvé plein de trucs cool, sauf qu'à la fin, en fait, le problème, c'est que le benchmark, il n'était pas bon. Et donc, il faut corriger le benchmark. Donc ça, j'ai fait une PR, je ne sais pas s'ils l'accepteront ou pas, parce qu'il y a quand même des petits soucis. Mais je m'étais dit, bon, bah, si je fais retourner, maintenant, je peux corriger le benchmark. Le problème, c'est que j'ai toujours pas de Pixel 6. Donc, je peux pas mesurer, avoir les vraies mesures. Du coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais en fait, finalement, ces frames qui étaient avant les touch events, bah, elles sont pourries. Mais les frames là, peut-être qu'elles sont pas mal, en fait. Et que les frames qui se passent pendant qu'il y a du scroll, c'est celles qui m'intéressent. Donc, je suis revenu sur mon petit code là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une query qui calculait le moment du premier touch event et j'ai dit filtre toutes les frames qui sont avant. Donc, c'est ce que je fais. Je vais refaire tourner le truc ici. Data after input et data after input. Voilà, et en fait, j'ai fait ça, j'ai fait retourner, j'ai changé un peu le code pour que ça filtre. Du coup, par contre, il y a beaucoup moins de valeurs, puisqu'avant, on avait, je crois, 116, 117 valeurs, et là, on va être sur un chiffre beaucoup plus bas, puisqu'on a filtré une partie des frames. Donc, ça arrive. Enfin, de toute façon, c'est pas très intéressant. Vous pouvez tout de suite voir que les premières frames, c'est plus 100 millisecondes, c'est 4 millisecondes et quelques, avant et après. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, maintenant, vous avez votre script Python, vous l'avez nettoyé, vous le réutilisez. Évidemment, j'ai eu la flemme, donc j'ai refait la même chose. Euh, c'est pas bien pour la forêt, mais c'était pour la démo. Euh, et donc, on arrive à peu près à la même chose. Et voilà. Et donc là, on a ça. Et ça, c'est la distribution qui m'intéressait. Parce que qu'est-ce que ça me montre, ça? Ça, visuellement, ça me dit énormément de choses. Euh, Ça me dit que clairement, donc le avant, c'est le jaune. Il est un peu plus, si vous regardez, avec un peu d'imagination, on voit bien qu'en fait, si le jaune et le bleu, ils sont un peu en décalage l'un de l'autre finalement. Il y a comme un shift. Euh, du coup, ça fait sentir qu'en fait, tout a été un peu accéléré. Du coup, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a plein d'améliorations. Mais l'autre truc qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs pics sur cette distribution. Quand il y a plusieurs pics, et ça, c'est un truc qu'on apprend un peu de manière à force de regarder, quand il y a plusieurs pics sur une distribution, en général, ça correspond à plusieurs use cases, plusieurs cas différents. Ça n'arrive pas au hasard. Tout ça, c'est du code. Il n'y a pas un magicien qui met, c'est pas des notes vraiment tirées au hasard. Mais si c'était au hasard, on aurait soit des distributions uniformes ou différents types de distributions. Là, en fait, ce qui se passe, c'est très simple. Si vous réfléchissez à ce qui se passe sur le drag, la plupart du temps, quand tout a déjà été dessiné, donc un scroll, en fait, c'est quoi? C'est juste tout décalé de quelques pixels vers le haut. Ça va super vite. Et puis de temps en temps, il faut rajouter un nouvel item en bas, qui est un nouvel qu'on n'avait pas encore dessiné, donc hop, faut le render un peu. Et ça, c'est un peu plus lent. Et ça explique en fait le fait qu'on voit deux pics sur cette courbe. Il y a les trucs rapides et les trucs plus lents. Bon, tout ça c'est bien. Et là, on voit, là, je les avais mis dans le temps. Euh, Ça, c'est assez intéressant parce que c'est la courbe des frame overruns a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, en gros, on finissait la plupart du temps avec 4 millisecondes de budget pour la frame. On voit un gros pic comme ça. Et là, ça décroît, c'est beaucoup autour de -12. C'est assez intéressant. J'ai pas d'explication pour ça, mais je trouve ça fascinant le fait que la distribution change de forme. Voilà. Donc là, on a parlé d'un peu tout ça. Je pense qu'on peut attaquer la fin. Je vais juste vérifier que j'ai couvert ce que je voulais couvrir, mais je pense que c'est pas mal.
Ouais. Alors, la seule chose que je voulais mentionner aussi, ah oui, si, voilà, on va retourner au code. Ok, on a vu qu'on avait une amélioration, c'est cool. On a vu que les graphes ont shifté vers la gauche, c'est cool. Mais comment on communique ça? Parce que, alors oui, on peut envoyer un email en disant, regardez, le bleu, il est plus à gauche, c'est mieux. Mais ça se communique pas très bien. Voilà, c'est pas. On aimerait bien pouvoir dire, bah, je suis 20% plus rapide, comme on faisait au début. Mais comme je vous ai expliqué, le problème, c'est que c'est juste, on a fait tourner le benchmark 2 fois, on a eu ces chiffres-là. Si on les fait tourner 2 autres fois, on aura d'autres chiffres. Là où ça devient assez intéressant, c'est finalement macro benchmark. On n'a fait qu'une itération, on a fait un scroll. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait faire 100 itérations. Et si on faisait 100 itérations avant et 100 itérations après, on aurait, je sais pas, il y avait 116 frames, un truc comme ça, on aurait 116 frames x 100 avant et 116 frames x 100 après. Pour chaque itération, donc avant-après, on calcule la différence de médiane. Et donc, finalement, on obtient 100 différences de médiane. D'accord? Donc, on dit, bah voilà, un coup, j'ai amélioré de 20 millisecondes en médiane. Un coup, j'ai amélioré de 10 millisecondes en médiane. On fait ça un certain nombre de fois, on obtient une centaine. Ces valeurs, elles représentent une distribution. Et du coup, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que la médiane, globalement, l'amélioration de la médiane, elle va être toujours autour des mêmes valeurs. Ça va être toujours à peu près plus 10 ou moins 10 ou je sais pas. Il y aura un peu d'écart. Et du coup, comme ça représente une distribution, on peut appliquer le même principe de percentile. Et on peut dire, c'est le trick des intervalles de confiance, on va dire, bah écoutez, moi ce que je vais prendre le P 2,5 et le P 97,5. Et donc ça va représenter finalement, pour ma valeur médiane, alors là on rentre un peu dans le méta, c'est-à-dire qu'on calcule pour chaque combinaison, avant-après on calcule une médiane. Ensuite on a plein de médianes, on regarde la distribution et on dit, bah, je veux savoir, en gros, euh, le P de 2,5 et le P 97,5, cet intervalle, ça représente 95%. Si vous passez de 2,5 à 97,5, ça représente 95% de la distribution des médianes. Donc, je sais que dans cet intervalle, 85, quand je fais ce benchmark, 95% du temps, je vais tomber sur une valeur qui est dans cet intervalle. Donc, si je prends cette valeur, le P de 2,5 et le P 97,5, je prends la valeur qui correspond, la médiane qui correspond, et j'ai ces deux valeurs, et ça me donne l'intervalle. Je pense que là, pour le coup, il faudra un vrai prof de stats pour expliquer ça mieux que moi, mais ça me donne finalement l'intervalle de valeurs dans lequel il y a de bonnes chances que ma différence de médiane soit. D'accord? Donc, on arrive avec ça. Il dit voilà, je peux vous communiquer que finalement, l'amélioration, elle est entre. On est 4. Si on fait 100 fois le benchmark, 95% du temps, les résultats, l'amélioration va être entre 10 millisecondes et 20 millisecondes. Du coup, là, on a un intervalle, on est beaucoup plus confiant dans ce qu'on dit. Alors, le problème de ça, c'est que j'ai toujours pas de Pixel 6. Donc, je peux pas faire tourner le truc une fois de plus. Et alors là, c'est là que les statisticiens te sortent un truc du chapeau et te disent, c'est pas grave, c'est pas grave. On va les inventer, les distributions. Comment on va faire? On va faire un truc qui s'appelle du bootstrapping. Et en fait, alors encore une fois, je ne suis pas statisticien, mais c'est assez simple à comprendre. On va prendre la seule distribution qu'on a finalement. On a une série de valeurs qu'on avait regardé tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, moi, je vais recréer une distribution à partir de ça. Je vais simplement prendre des valeurs de cette distribution au hasard. Alors, je peux avoir plusieurs fois la même valeur. Je vais tirer une première distribution de ça et je vais dire, bah, ça, c'était une de mes paires de benchmark, une de mes différences. OK, je vais le faire encore une autre fois. Une autre fois. Et on tire au hasard, mais on tire au hasard parmi les valeurs qu'on avait mesurées. Et là, finalement, on obtient, comme si on avait fait une centaine de fois cette comparaison de benchmark. Et ensuite, eh ben, on fait le même calcul d'intervalle de confiance. Et là, encore une fois, bah, j'ai eu la flemme. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait la même chose. Et à la fin, ChatGPT me dit, euh, donc c'est pareil, je suis pas en train de vous dire utiliser ChatGPT, c'est pas très compliqué, hein, ce genre de code, mais j'avoue que c'est sympa d'avoir un truc qui est écrit en Python. Après, tu peux le prendre, le nettoyer, le mettre en prod, etc. Et le résultat, bah là, le résultat, c'était ça. Donc, ça me disait. Alors, non, faut que je dézoome parce que je pense que c'est un peu, ça se voit pas trop. Je vais vous lire parce que c'est peut-être un peu petit. Mais en gros, ça me disait, bah voilà, tes frame durations, elles ont été améliorées entre 80, l'intervalle de confiance de 95%, c'est entre -2 et -1 milliseconde. Et donc, alors c'est dur à dire, c'est entre -31% et -16% de réduction.
Et à l'inverse, les overruns, on a on overrun moins qu'avant, on a encore plus de marge qu'avant, entre 7 et 7,5 millisecondes. Ça, 7 à 7,5, c'est pas mal, c'est assez tight. Mais voilà. Le bootstrapping, c'est pas mal quand on n'a pas beaucoup de data points. Après, idéalement, c'est quand même mieux si vous pouvez refaire tourner vos 100 benchmarks et mesurer ça. Voilà. Avec tout ça, c'est vrai qu'expliquer des stats sans graphe, sans rien, c'était peut-être un peu ambitieux, mais j'espère que, j'espère que ça a été. Et ouais, je pense que je vais prendre des questions. Et puis, moi, j'ai toute la soirée devant moi. Donc, si après, il y a des coups à boire quelque part, j'espère que vous serez tous là. On verra ce qu'on fait, mais je suis motivé. Voilà. Voilà. Merci. Attendez, je vais faire juste un truc parce que c'est quand même pas souvent que je viens ici. Je voulais juste faire une petite photo avec tout le monde. Est-ce que j'ai tout le monde dans l'écran là? Faites coucou. Je fais ce que... Attendez, pardon, je vais faire un truc. C'est mieux comme ça. Dézoomer. Voilà. Super. Merci pour l'énergie, merci pour les ou. Euh, je sais pas si on va faire beaucoup de questions parce qu'il est tard. Comment on fait? Et puis vous avez faim et soif. S'il y a des questions, on peut prendre quelques questions. Ouais. Et puis après, je suis là, hein, donc vous pouvez toujours venir me parler. J'ai une question là-bas. Merci. Super talk, même si c'est compliqué à comprendre. Désolé. Moi, j'avais une question. Du coup, quand tu runs ton benchmark, tu fais autre chose que dessiner, puisque tu as l'air d'écrire beaucoup de stats sur le disque. Ouais, Quel alors impact ça a? très bonne question. Alors ça, c'est un choix de design. Enfin, c'est ce qu'on appelle c'est quoi? C'est le observer effect. Il y a sûrement un nom en français aussi. C'est en fait le fait de mesurer, ça a un impact sur le système et du coup potentiellement ça ralentit le système de manière non linéaire potentiellement, ce qui fait que ce qu'on mesure ne correspond pas forcément à la réalité. En pratique, les devices aujourd'hui, ils ont 8 CPU ou plus ou moins. Ça dépend des devices. Oui, il y a un impact, mais il est considéré comme étant suffisamment faible pour ne pas être un problème. Après, en vrai, la seule autre solution, ce serait de mesurer avec des caméras externes, etc. Et là, on rentre dans un système différent. Je ne suis pas l'expert Google qui a pondu ça, mais moi, de mon expérience, globalement, l'impact de Perfetto est assez minime, sauf sur des vieux devices où là, ça peut être un peu dur quand il n'y a pas beaucoup de CPU. En gros, l'idée, c'est que le truc qui mesure, il prend un CPU pour lui et du coup, on a les autres toujours pour bosser. Et après, l'écriture sur disque, oui, ça peut être un souci. Je crois qu'il y a quand même un système où c'est mappé, donc ça passe une grosse partie en RAM et puis dump à certains moments. Mais là, on sort un peu de ma zone j'ai peut-être dit n'importe quoi. Ouais, du coup, le perfetto, si j'ai bien compris, c'est du sampling. Est-ce que. Alors, c'est pas du sampling. Ah, c'est non. pas du sampling. Non, Perfetto, c'est un système qui tourne tout le temps. Et en fait, dans Android, vous avez ces petites API qui permettent de trace.begin section et trace.end section que vous pouvez mettre dans votre appli Android et qui ensuite sont envoyés. Avant, c'était envoyé à Systrace. Et en gros, Perfetto, si vous connaissez Systrace, c'est la même chose, mais en beaucoup plus puissant, puisque ça capture plein d'autres informations système. Mais pour le coup, c'est pas du sampling. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça ne sait pas ce qui se passe dans le code. Ça va pas capturer les stack traces de ce que font les threads, en fait. Donc, il faut aller dans l'appli, mettre, là, je suis en train de faire ça, là, j'ai fini de faire ça, si on veut mesurer quelque chose. Après, de base, en fait, ce qui se passe, c'est que le framework Android a déjà plein de sections en place, donc notamment la mesure des frames, etc. Donc, en fait, ça vient tout seul. Mais il n'y a pas de sampling, il y a vraiment 100% des données. Tous les rectangles que tu montrais, là, finalement, c'était des choses qui étaient là par le framework Android. Ouais. Ok. Ouais. Il y a de base plein de choses qui sont en place. On peut voir, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, mais c'est assez fou. C'est-à-dire qu'on regarde là, là on voit, voilà, tiens, là j'ai 4 CPU. Ah oui, c'est un émulateur, c'est pour ça. Et là j'en ai combien? 8 CPU. On voit les 8 CPU. Chaque couleur, c'est un process différent. Donc on voit comment un peu. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment voir au fur et à mesure du temps
tous les process qui ont été schedule, enfin tous les threads qui ont été schedule, sur quel CPU ils sont schedule, quelle était la fréquence, les 8 colonnes du dessous, c'est les fréquences, vous pouvez voir quelle était la fréquence du CPU à ce moment-là, parce que les CPU vont plus ou moins vite. Je sais pas, c'est des trucs de fou là, enfin, en termes d'information, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais donc, du coup, ça mesure quoi comme section critique? Genre, Alors, dis-moi. genre le gros bleu, là? Il y a Le un gros gros bleu. truc bleu. Ça c'est un process qui s'appelle app process. Et pour le coup, je sais pas ce que c'est ce Et- process. Et donc, du coup, dès qu'il est schedulé, il y a un début, une fin. Ouais, et ouais, ok. regarde, tu zoomes et tu vois des petits blocs de scheduling. Et ça, c'est un autre process. Enfin, il y a plein de process sur un téléphone Android, mais vous pouvez voir vraiment tous les process qui tournent et à quel moment ils tournent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, dès que je passe ma souris sur une couleur, sur un process, tous les blocs du même process sur d'autres threads à d'autres moments. Le X, c'est le temps, donc le temps va de gauche à droite. Passe de la même couleur et on voit un petit peu. Ça permet très rapidement de se faire une petite idée. Voilà, ça c'est pas beaucoup. Le bleu, il y en a pas mal quand même, et de se faire un peu une petite idée de quel process. Après, il y a plein de trucs. On peut sélectionner des choses comme ça. Et après, on peut voir le temps passé euh, pour la sélection de temps qu'on a fait, combien de temps chaque process a pris en termes de total CPU time, etc. C'est extraordinaire. Très C'est cool. flippant parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est extraordinaire en termes de détails. Très, très cool. Merci. Question dans le fond. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour la présentation. Surtout la partie sur les stats. Non, je plaisante pas, hein, c'est pas une blague, hein, parce que en fait, je donne des cours de maths et à chaque fois, c'est la croix et la bannière de justifier à quoi servent certains trucs auprès des élèves. Et là, merci pour ce caviar, du coup. Ah, c'est cool. C'est cool. Je suis désolé d'avance de toutes les approximations, mais Non, mais il n'y a pas de souci. Moi non plus, pas de con, mon truc, les stats. le prof de maths. Mais Vas-y. du coup, j'ai une question justement à propos de l'intervalle de confiance de 95%. Est-ce Ouais. qu'il y a une raison technique de pourquoi on veut 95% de précision et pas plus ou Alors, pas moins en fait? on peut pas faire 100%. Mhm, Parce que du coup, la valeur minimale et maximale serait pas très intéressant. mhm. J'ai pas l'explication. En fait, je crois que ce qui se passe beaucoup dans les stats, c'est que il y a quand même beaucoup de on fait ça parce que tout le monde fait ça. Ouais. Alors, mais je suis pas, c'est peut-être faux. Je comprends que c'est écrit dans le livre. En fait, je vois des gens qui secouent la tête en disant non, donc je me dis bon faudra venir corriger si quelqu'un veut prendre le micro et expliquer. En fait, je sais que c'est effectivement ce que j'ai beaucoup vu. C'était des intervalles de très très grands. En gros, de ce que j'ai compris, c'est que ça a l'air assez gros, quoi. C'est le bon chiffre. Non, il y a une histoire de ce que ça couvre en termes de volume de la distribution, je crois. Mais après, voilà. Franchement, là, on rentre vraiment dans les zones sur lesquelles je suis pas hyper serein. Ok, merci pour la présentation et pour la réponse en tout cas. On prend une dernière question. Merci pour la présentation. En fait, moi, je voulais savoir pour le macro benchmark, est-ce qu'on peut l'utiliser pour détecter des fuites mémoire? Si jamais il y a un problème de mémoire, est-ce qu'on peut... Est-ce que là, tu fais une petite, tu m'encourages à parler de Leak Canary ou donc C'est pareil, c'est complémentaire par rapport à l'e-canary ou... alors, en fait, indirectement, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment concentré sur la performance. Ouais. D'accord? Le seul truc où il peut y avoir un lien quand même, alors la blague sur l'e-canary, c'est que j'ai créé cette librairie qui s'appelle l'e-canary il y a quelques années, mais c'est pas le sujet du talk aujourd'hui. Le seul truc où on peut voir un lien quand même, c'est que quand la mémoire commence à être très haute, le garbage collector a besoin de passer de plus en plus et ça ralentit tout et ça va se voir sur une trace perfetto. Après, en général, sur un benchmark, c'est rare de. Alors, si on fait un benchmark vraiment focus sur créer beaucoup d'objets, etc., et qu'est-ce qui se passe, mais en général, on ne cherche pas à benchmarker le fait de faire des trucs de malade sur la mémoire, parce qu'on essaye de ne pas avoir la mémoire aussi haute. Donc, en général, non, je n'utiliserai pas un benchmark pour la détection de fit mémoire, parce que si vraiment je peux le reproduire, j'ai pas besoin du benchmark. Enfin, c'est que j'ai un gros problème, quoi. Ok, J'ai pas, ouais, ça marche, merci. de rien. Merci. Merci beaucoup.